Dans l'actualité, le départ du premier groupe de pèlerins algériens pour les lieux saints de l'islam, le président de la République les appelle à être les dignes ambassadeurs de l'Algérie à la Mecque. Sommet sur l'investissement aux États-Unis, la délégation algérienne conduite par le CREA associe une quarantaine d'entreprises. L'objectif est de diversifier le partenariat. Grande mobilisation en France ce dimanche contre l'islamophobie. La banalisation des attaques contre les musulmans suscite l'indignation de plusieurs personnalités, des partis et des associations. Vive tension au Mali avec ses restrictions politiques décidées par le pouvoir militaire de transition. L'opposition dénonce un tour de vis d'une junte qui veut se maintenir. Les examens de fin de cycle approchent à grands pas. Le test cette semaine est pour les candidats au bac qui passent l'examen blanc en guise de révision générale. En sport, championnat de Ligue 1 de football, la suite de la 25e journée avec Entente Sétif, Olympique Arbou et USM Alger CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux pèlerins algériens, les appelant à être les dignes représentants du pays à la Mecque. Des pèlerins dont le premier groupe s'est envolé hier soir pour les lieux saints de l'islam. Lina Adouche était à l'aéroport international d'Alger. Ils sont 250 à avoir quitté l'aéroport d'Alger hier soir en direction des lieux saints. L'organisation sur place a été largement saluée par les pèlerins. La première fois نروح الحج الحمد لله تنظيمات في المطار كانت جد رائعة 17 سنة وانا ندير القرعة ما خرجت حتى للسنة فرحانة الحمد لله يا ربي. L'organisation a été renforcée pour garantir un accompagnement optimal des pèlerins tout au long de leur séjour. Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses. Le président de la République a ordonné la prise en charge totale des pèlerins comme il l'a fait à plusieurs reprises en Conseil des ministres, avec des instructions pour améliorer les services, fournir les vaccins et tous les moyens nécessaires et veiller à leur accueil à travers le territoire. Le nombre d'aéroports a été augmenté pour rapprocher les lieux de départ et éviter fatigue et effort. Pour ceux éloignés des aéroports, un transport terrestre gratuit a été mis en place sur ordre du président de la République. Au total, 76 vols sont prévus pour cette saison au départ de 12 aéroports à travers le pays. Hamza Ben Hamouda, PDG d'Air Algérie. Les départs seront réalisés à partir de 12 aéroports nationaux, sur 2 aéroports saoudiens, celui de Jeddah et celui de Medina. Nous avons consacré des moyens matériels et humains particuliers à la réussite de cette opération. Un numéro vert est consacré pour les familles des pèlerins et pour les pèlerins. Ça va leur permettre de s'informer des détails des vols de départ et de retour, de s'acquitter d'informations supplémentaires concernant les statuts et la situation de leur vol. Les départs se poursuivront jusqu'au 1er juin prochain, assurant aux pèlerins de rejoindre les lieux saints dans de bonnes conditions. Renforcement des partenariats avec cette délégation d'hommes d'affaires conduite par le CREA qui participe au forum de l'investissement aux États-Unis. L'objectif est notamment de diversifier les domaines de coopération. Salah Daas, directeur général adjoint du groupe Condor et membre de la délégation contacté par Sofia Boukarcha. L'objectif de notre participation à ce salon est essentiellement pour découvrir, de discuter toute opportunité d'investissement, de trouver des partenaires technologiques pour le transfert technologique et également essayer de trouver des partenaires commerciaux pour distribuer nos produits aux États-Unis. Au programme, des conférences, des réunions B2B et bien sûr la tenue du forum algéro-américain. Les opérateurs économiques africains sont appelés à saisir les opportunités d'un climat d'affaires en pleine mutation, notamment en Algérie. Ils participent actuellement au Forum africain de l'investissement à Alger. Les facilités accordées et l'accompagnement sont mis en avant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Importante mobilisation en France ce dimanche, des rassemblements dans plusieurs villes pour dénoncer l'islamophobie et la stigmatisation des musulmans, un mouvement qui enfle particulièrement après le traitement médiatique et politique du meurtre du jeune Cissé. Correspondance de Paris avec Camélia Fatiha. Plusieurs villes de France, dont Paris, accueilleront une marche en hommage à Aboubacar Cissé, un jeune homme de 22 ans tué alors qu'il priait dans une mosquée du Gard le 25 avril dernier. À Paris, le rassemblement débutera à 14h place de la Bastille. Cette mobilisation vise à dénoncer la montée de l'islamophobie et du racisme anti-musulman, tout en portant un message fort de paix, d'unité et de solidarité. À l'origine de cet appel, une tribune parue le 5 mai dans l'hebdomadaire Politi, signée par une centaine de personnalités et d'organisations, parmi lesquelles le comité Adama et la France
insoumise. Tous dénoncent la banalisation des violences islamophobes et le silence ou l'inaction des autorités face à ce phénomène. Le meurtre d'Aboubacar Cissé, particulièrement choquant, a ravivé une indignation longtemps contenue. Les organisateurs appellent à un sursaut collectif pour briser ce climat de haine croissante et réaffirmer les principes d'égalité, de dignité et de justice. Ils insistent sur l'importance de la paix et de la réconciliation entre les communautés. Le 11 mai se veut une journée de mobilisation nationale. Dans toutes les villes du pays, un même cri s'élève: Stop à l'islamophobie. Paris, Camilia Fatiha, Algichan 3. Cette discrimination ambiante et la chasse parfois aux musulmans est décriée par Karim Zeribi, homme politique et médiatique français. Il répondait ce matin à Nariman Mendil. Tous les Français ne sont pas traités de la même manière. Quand vous êtes un Français de confession musulmane aujourd'hui, vous êtes pointé du doigt, vous êtes suspecté en permanence de terrorisme, d'extrémisme, de fanatisme. Or, il y a presque 10 millions de musulmans en France qui respectent les lois de la République et les principes de laïcité et qui méritent le respect comme tous les autres Français. Après, que l'on combatte l'extrémisme, c'est parfait. Aucun problème là-dessus. Les musulmans sont d'accord, puisque les musulmans sont les premières victimes de l'extrémisme dans le monde et du fanatisme et du terrorisme dans le monde. Mais ne pas confondre les musulmans avec l'extrémisme et avec le terrorisme, ça c'est insupportable. Et évidemment que vous avez en France aujourd'hui, là aussi, une inégalité de traitement. Vous avez des femmes qui portent le foulard, qui sont matin, midi et soir, pointées dans le débat politique français, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets majeurs. L'invité du jour est par ailleurs revenu sur les tentatives d'ingérence de la France dans des affaires internes de l'Algérie, une attitude irrecevable, dira Karim Zeribi. L'instrumentalisation d'un sujet à des fins de politique intérieure. Voilà comment il faut qualifier aujourd'hui les voix qui s'élèvent en faveur de Boualem Sansal contre l'Algérie. Là, c'est la diplomatie des tambours et des trompettes pour attaquer, insulter l'Algérie. Et c'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que d'abord, Boualem Sansal, il est franco-algérien, mais français depuis le mois d'août dernier. Il est algérien de sa naissance à aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une justice en Algérie. Donc, je suis désolé, que ça plaise ou que ça plaise pas, il y a un code pénal en Algérie. Donc, et quand à un moment donné, vous outrepassez le code pénal, il y a une justice algérienne. Comme il y a une justice en France et dans tous les pays. On peut ne pas être d'accord avec la justice, mais elle est là, elle est indépendante. Et si on ne la respecte pas, ça veut dire qu'on ne respecte pas l'État souverain et indépendant. Et la France aujourd'hui a une position qui n'est pas concevable. Au Mali, le bras de fer se durcit entre la coalition politique pour la Constitution et la junte au pouvoir qui a décidé de suspendre pour une durée indéterminée les activités des partis politiques. Des agressions et des tentatives d'enlèvement d'hommes politiques sont signalées depuis 3 jours. Des leaders de partis comptent saisir la Cour suprême et envisagent même d'aller jusqu'à la désobéissance civile, souligne Boubacar Bali Fofana, administrateur principal du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Il est contacté par Rabia Slimani. Avant-hier, on nous a empêchés de manifester, alors que c'est une manifestation pacifique. Les partis politiques ont des voies de recours, il y a l'aspect judiciaire. Donc on va se battre sur le plan judiciaire. On va attaquer ces décisions-là devant la Cour suprême. Maintenant, ça dépend du tribunal maintenant de trancher. Alors si c'est tranché en notre faveur, c'est tant mieux. Si c'est pas tranché, on a d'autres moyens constitutionnels de nous faire entendre, quoi. C'est la désobéissance civile qui est consacrée par l'article 186, si ma mémoire est bonne. Donc on va appliquer l'article 186 qui interdisent tout rassemblement, toute manifestation, etc., toutes les réunions. C'est tant mieux, mais l'article 186, on ne peut pas nous interdire ça, c'est-à-dire la désobéissance civile. Donc la non-reconnaissance, le refus de travailler, par exemple, on ne peut pas nous enlever ça. Cette décision de suspendre les activités des partis politiques est une violation flagrante de la Constitution de 2023, élaborée pourtant par les instances de transition qui veulent à présent s'éterniser au pouvoir. Vous promulguez une constitution, ensuite vous posez des actes qui vont à l'encontre de cette constitution, tout simplement illégale et anticonstitutionnelle. Et encore que c'est eux qui ont fait passer cette constitution-là en 2023. Il y a quand même une différence entre le Niger, le Burkina et nous. Vu les processus historiques, c'est pas tellement la même histoire politique, quoi. Pas quand même une tradition de démocratie. Nous estimons tout simplement qu'ils ne veulent pas organiser des élections. Par ailleurs, de l'autre côté, s'il y a une frange du peuple malien qui leur confère 5 ans de mandat et renouvelable, donc ça fait 10 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune intention d'organiser des élections. Donc ces mesures ne visent qu'à s'éterniser au pouvoir. Point barre, c'est ça, quoi. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu ce matin au siège de la Cour une délégation de la Cour constitutionnelle du Zimbabwe, conduite par le président de la Cour, Luc Malaba, à l'occasion de passer en revue les relations entre les deux instances. Hanan Seissi.
La rencontre a constitué une occasion pour échanger autour de la question constitutionnelle, l'expertise des deux pays en la matière, mais aussi sur le plan continental, puisque la visite s'inscrit aussi dans le cadre de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines sous la présidence de la Cour constitutionnelle et suprême du Zimbabwe. La CJCA, dont le siège se trouve ici à Alger, a été créée à l'initiative algérienne et adoptée par l'Union africaine. Elle a pour principal objectif de fédérer les juridictions en charge du contrôle de la constitutionnalité dans les pays qui ont adopté les mécanismes africains de justice constitutionnelle. Il s'agit aussi de la promotion des valeurs et principes universels, d'état de droit, de démocratie et des droits de l'homme consacrés dans l'acte constitutif de l'Union africaine. En ce sens, Luc Malaba, le président de la Cour constitutionnelle et suprême du Zimbabwe, a effectué une visite de travail au siège de la CJCA. De la Cour constitutionnelle, Hanan Saïsi, Alger 3. Et en marge de la visite de la Cour des juridictions africaines, son secrétaire général permanent est revenu sur l'importance de cette institution continentale. Moussa Laraba au micro de Hanan Saïsi. La conférence des juridictions constitutionnelles africaines, c'est une organisation purement africaine. Elle regroupe uniquement, exclusivement les cours suprêmes et cours constitutionnelles africaines. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 50 cours constitutionnelles africaines. Nous avons aussi parmi nous des membres observateurs qui ne sont pas africains, tels que la Cour constitutionnelle de Russie, de Turquie, du Brésil, de l'Irak, etc. Donc tout ça donne un aperçu sur l'importance de cette organisation qui a pris beaucoup d'ampleur sur le plan régional et international. Le siège de l'organisation est à Alger. Les autorités algériennes soutiennent financièrement et matériellement, humainement l'organisation. Et l'organisation, elle est aussi membre observateur de l'Union africaine. L'Algérie, fidèle à ses principes à travers son soutien constant aux causes justes, un engagement enraciné dans son héritage révolutionnaire et sa vision géostratégique, des principes soulignés au premier forum international sur la politique étrangère et du mouvement des non-alignés. Compte rendu de Sofia Boukercha. Dans la continuité des principes fondateurs du mouvement des non-alignés, l'Algérie réaffirme son engagement en faveur des causes justes, un engagement constant pour le droit des peuples à l'autodétermination et une condamnation ferme des manœuvres politiques entretenues par certains, estime professeur Slimane Laraj, doyen de la faculté des sciences politiques et de relations internationales. دعم الجزائر لحق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية هي قضايا تنبثق من مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية الثابتة. Dans un monde où les rapports de force se durcissent, l'Algérie reste un défenseur constant des peuples opprimés, fidèle à ses engagements historiques pour la justice et l'autodétermination, affirme professeur Morad Ati, vice-président du Centre des études africaines de l'Université de Porto. L'Algérie a toujours été fidèle à ses idéaux révolutionnaires, y compris le droit des peuples comme le peuple palestinien, le peuple sahraoui. Donc l'Algérie officielle a été toujours fidèle à ses idéaux révolutionnaires dans ce contexte international qui est très hostile contre ces pouvoirs qui luttent pour la justice internationale, et y compris le droit du peuple palestinien et le peuple sahraoui à l'autodétermination. Alors que les tensions mondiales se multiplient, l'Algérie fidèle à ses principes veille sur la scène internationale pour que les voix des peuples opprimés ne se perdent pas dans les enjeux des rapports de force. Les candidats au bac passent leur examen blanc à partir d'aujourd'hui, une étape importante pour l'évaluation des acquis. Mayalkens. Le programme du bac blanc a débuté ce matin par la langue arabe. Des candidates de la branche langue étrangère abordées à la fin de cette épreuve aux abords du lycée Omar ibn al-Khattab au centre d'Alger étaient un peu sous stress au début. Elles nous livrent leurs impressions. Je suis de la langue étrangère. Au début, je suis stressée. Mais je suis نقابلهم درنا عربية. عطاونا deux sujets au choix. كيما شغل في الباك كيما دوكا خيرنا بيناتهم قريناهم ارتحت باسكو واش تقراي تلقاي. C'était des sujets abordables وفهمناهم ولا شي ان شاء الله نديرو الشريعه. في الليسي تاعي حسيت صافا بيان باسكو لي بروف تاعي هما اللي عسوني مع لي زامي تاعي كامل ما حسيتش روحي شغل وحدي. في الباك جيسبر نكونوا هكا ان شاء الله ربي نتحنا كامل. Certains élèves de la filière gestion interrogés semblaient dans l'ensemble assez satisfaits quant au travail réalisé et aux réponses fournies par eux. Je suis de la branche gestion. On a fait arabe et droit et le soir on a islamique. J'ai un petit peu bien travaillé. Arabe c'était facile, ça va. Mais droit non, c'était un peu difficile. Déjà je suis stressée et tout donc j'espère que
je vais travailler les autres matières. Je suis pas stressé, ça a été bien passé. Alhamdoulilah, on a passé 2 examens de 8h jusqu'à 10h30 et puis de 10h30 jusqu'à 12h. On a passé droit et j'ai bien travaillé, c'était vraiment facile, c'était pas stressant. Le bac blanc, une occasion pour les candidats de vérifier l'acquisition des bonnes méthodes de travail, de faire le point sur leurs connaissances, de savoir s'ils sont en mesure d'être capables de réaliser chaque épreuve dans les temps impartis. Un véritable entraînement avant l'examen final du bac le 15 juin. La suite du journal avec les derniers développements au Proche-Orient. La situation humanitaire s'aggrave à Gaza. Les civils subissent la faim et la soif. Plus de 66 000 enfants sont menacés de famine en raison du blocus total imposé alors que l'armée d'occupation continue de bombarder les zones humanitaires. Le point avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Gaza à Rabia Slimani. Zone qui s'appelle Al-Mawasi, cette zone qui était considérée et où l'occupation prétendait que c'est une zone humanitaire. Malheureusement, cette zone-là est la plus ciblée depuis la reprise de la guerre par Netanyahou, la violation de cessez-le-feu. Il y a 8 personnes qui sont morts en martyrs, 4 enfants parmi ces 8 personnes et c'est tous les jours, toutes les nuits, pareil à chaque fois. L'intensification des bombardements, des raids, la peur est toujours là et surtout qu'il y a toujours le silence de la communauté internationale. C'est la situation humanitaire qui est en train de s'aggraver de plus en plus. Par ailleurs, la pratique de la torture s'intensifie dans les geôles israéliennes, nous dit Ala Badarna, avocat chargé du dossier des prisonniers palestiniens. Il est contacté par Karim Abnour. Depuis le 7 octobre, le nombre de citoyens de Gaza augmente dans les geôles sionistes. Il dépasse les 12 000 prisonniers qui subissent toutes sortes de tortures, surtout dans la prison de très mauvaise réputation, Sidi Temon. Autour de 66 détenus ont été tués. L'armée sioniste inflige les pires sévices aux dirigeants palestiniens. À leur tête, Abdallah al-Barghouti, Marwan al-Barghouti et Saadet. Et cela par vengeance. On n'a aucun contact avec eux. Ils sont privés de visite de leur famille. Le peu de prisonniers vus par leurs avocats ont révélé qu'ils sont battus chaque jour. Les soldats sionistes utilisent du gaz poivré, des chiens pour les mordre pendant un certain temps. Tout cela est considéré comme crime de guerre selon le tribunal pénal international. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé ce dimanche que le droit de l'Iran à l'enrichissement de l'uranium était non négociable, déclaration faite avant un nouveau cycle de pourparlers à Masqat avec les États-Unis. Vladimir Poutine a proposé ce dimanche des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul. Trump déclare pour sa part continuer à travailler avec Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le sport, à présent avec vous, Hamza Rahmouni, la suite de la 25e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 rencontres cet après-midi. Et ce sera à partir de 17h avec entente de Sétif Olympique Akbou au stade du 8 mai 45 de Sétif, une équipe d'Akbou qui se retrouve provisoirement à la 15e et avant-dernière place avec 25 points. Et enfin à 19h, l'USM Alger qui a un nouveau président depuis hier, en l'occurrence Boubacar Abid qui a remplacé Atman Sahban, accueillera le CS Constantine à 19h au stade du 5 juillet. Je rappelle qu'hier, l'USM Khenchela a battu le Mouloudia d'Or en 2-1, le NC Magra a battu l'AS Sochlef 2-0 et enfin match nul, JS Saoura, ES Mostaganem 0 partout. Cette journée se poursuivra jusqu'à demain avec le grand choc mettant aux prises le Shabab Agadi de Belouizdad au Mouloudia d'Alger à 17h à huis clos au stade Nelson Mandela de Bagaki. En même temps il y aura MC El Bayad, jeunesse sportive de Kabylie, et enfin à 18h US Biskra Paradou AC. Merci Hamza. Redouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Samira à la console technique, Yassine au streaming et Nesserine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim Abnour.